La sélection jeunesse. Là aussi, une année de très très grande qualité avec des très beaux livres. Ça pousse comment de Gerda Müller, les éditions de l'École des loisirs. Les merveilles de la nature de Amanda Wood et Mike Jolley, les illustrations étant de Owen Davey, aux éditions Gallimard Jeunesse. Dessus-dessous autour du monde de Anne-Sophie Baumann et Charline Picard aux éditions Seuil Jeunesse. Et le prix Jeunesse est attribué au livre Les merveilles de la nature de Amanda Wood et Mike Jolley. Alors, oui, applaudissez-les. En signalant donc à nouveau les illustrations d'Owen Davey. Achetez le livre, il est vraiment fantastique. Ça plaira à vos enfants et aussi à vous, aussi aux adultes. C'est un livre qu'on peut lire ensemble, en famille, pour parler de la nature et de l'environnement. On y reviendra dans un instant. Alors, Amanda Wood et Mike Jolley sont des Anglais qui ne parlent pas français et qui ne sont pas venus, mais nous avons l'éditeur qui est là, Monsieur Dartige. Est-ce qu'il est là? Mais oui, il est là. Installez. Ah ben, on va vous remettre votre prix. Alors, il y a le dessinateur et les deux. On vous charge de remettre ça à vos étudiants. Installez-vous. À mon côté. Les yeux, les yeux. Voilà. Ah, et Valérie Belin. Venez. Alors, l'éditrice. Ah ben oui, je vous ai pas appelé tout à l'heure. Non, c'est l'éditrice du prix adulte. D'ailleurs, on s'en doutait. C'est ça. Je sais pas comment vous le prendre. C'est une private joke. Voilà. Alors, vous restez pas avec nous, monsieur Dartige, restez là, moi je vais rester debout. Allez. Ma mère disait que j'étais une commandeuse, donc il faut... Bon, on va d'abord vous demander de présenter vos livres, et ensuite on demandera à l'éditrice pourquoi elle a accepté d'éditer. Il y a des gens qui ont le goût du risque. On va demander donc à nos gagnants. Vous savez que, je vais dire aussi quand même aussi pourquoi on vous a choisi, puis vous me direz pourquoi vous avez écrit ce livre. C'est vrai qu'il y avait des livres tout à fait excellents. Nous avions, dans les 2 derniers numéros du prix, à vous couronner des livres très académiques, très scientifiques, qu'on peut considérer même parfois comme difficiles. Et il m'a paru, ainsi qu'aux autres membres du jury, intéressant de couronner un livre qui nous concerne tous. Parce que les grands-messes écologiques, comme la COP21, sont évidemment tout à fait utiles, mais parfois, ça peut déresponsabiliser nos comportements habituels, parce qu'on se dit finalement, l'écologie, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui concerne d'abord les responsables politiques, d'abord les gouvernements, et nous, finalement, on suivra le mouvement. Alors que, bien entendu, la lutte contre le réchauffement climatique, ça passe par nos comportements habituels, et en particulier par notre comportement alimentaire. Alors, messieurs, vous les lauréats, on va commencer par Monsieur Fessard. Pourquoi cette idée d'écrire ce livre? On connaît votre engagement, Jean-Luc, sur toutes les questions alimentaires. Pourquoi avoir écrit ce livre? Alors, l'idée du livre est venue de la façon suivante. Moi, j'ai créé une association qui s'appelle Bon pour le climat, qui cherche à mobiliser les chefs autour de menus qu'on appelle bas carbone, c'est-à-dire à base de produits de saison, d'origine locale, et qui privilégient le végétal. Mais évidemment, si on a choisi les chefs, c'est parce que l'idée, c'est de toucher le grand public. Et donc, Yves, qui est avec moi, en tant que co-auteur, a écrit auparavant un livre qui s'appelle « Menaces sur le vin ». Et je lui ai dit, mais Yves, il faudrait faire la même chose sur l'articulation entre alimentation et climat. Tu devrais me présenter ton éditrice. Et il nous a présenté Valérie,
et qui a dit tout de suite, OK, on y va, et qui nous a fait un super travail. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Yves Lers, qu'est-ce qu'il y a dans notre alimentation qui fait que nous sommes des émetteurs de carbone? 30%. 30% de notre nourriture, de notre alimentation, c'est des gaz à effet de serre. Alors on parle beaucoup du bâtiment, on parle beaucoup des transports, et on a raison. C'est un ensemble. Mais il y a peu de conscience au cours de notre assiette, autour de nos assiettes. J'allais dire de mon assiette, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, à un moment donné, c'est dit, bon, moi je travaille sur des questions climatiques depuis avant Kyoto, c'est-à-dire il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans. Et à un moment donné, après ce livre sur le vin, qui est fait avec un confrère, on dit effectivement on peut élargir le sujet. Et ça tombait bien parce qu'il y avait l'association Bon pour le climat. Donc Jean-Luc s'est occupé de la partie recette avec son association, et moi je suis occupé de la partie plus texte dedans. Et puis on a au fur et à mesure beaucoup discuté sur qu'est-ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, on part de quoi? Ben, on part de la plante, on part de la vache. Parce que la vache, vous savez qu'on mange 3 fois trop de viande. 3 fois trop de viande, c'est pour une question de santé, c'est pas pour une question climatique, mais entre autres. Donc l'idée, c'est de partir du début, partir de la culture, partir de l'élevage, et après décliner l'ensemble de la chaîne jusqu'à notre assiette, et au-delà de notre assiette, ce qu'on gaspille ou ce qu'on jette. Donc au fur et à mesure, on s'aperçoit que c'est un problème énorme et que ça ne va pas se régler comme ça. En revanche, si tout le monde, c'est vraiment une question de comportement, toutes les questions écologiques sont beaucoup une question de comportement, et particulièrement la question climatique. Maintenant, si on fait un effort qui n'est pas forcément très difficile, puisque de toute façon, si on mange moins de viande, les vaches font beaucoup de gaz de méthane, et qui est extrêmement responsable de gaz à effet de serre. Donc tous ces gaz à effet de serre, l'agriculture fait des gaz à effet de serre parce qu'elle utilise beaucoup d'engrais chimiques, et ces engrais chimiques polluent, les pesticides, ça fait aussi. Il y a à la fois une pollution chimique et une pollution qu'on pourrait appeler de pollution climatique. À partir de ce moment-là, d'abord, je voulais dire une chose, c'est que je voulais vous féliciter, parce que vous avez vraiment bien fait de choisir notre livre. Ah oui. Vous m'étonnez. C'était une très bonne idée. Mais c'est pas une très bonne idée, pas pour nous, mais parce que le sujet, il est capital. C'est ça que je considère comme... Alors, je voulais poser une question à Jean-Luc Fessard, parce que très souvent, quand on parle d'écologie alimentaire, on se dit c'est des gars complètement cinglés qui bouffent des graines, et vraiment, c'est peut-être bon pour la santé, bon pour l'environnement, mais on va s'ennuyer comme c'est pas possible. Alors, ce qui a bien, Jean-Luc, expliquez-nous que c'est une écologie festive, c'est pas une écologie punitive, votre livre, Jean-Luc. Absolument, c'est un critère important. Moi, je ne suis pas végétarien, mais je vais souvent manger dans des restaurants végétariens. 1 fois sur 2, je sors de là en me disant « c'était dégueulasse, je n'y remettrai plus les prêts ». L'autre fois, je sors de là en me disant « c'était bon pour des végétariens ». Parce qu'il faut connaître les codes, il faut aimer le tofu, il faut aimer un certain nombre de choses de gens, ce que personnellement je ne trouve pas particulièrement brillant et sympathique. Et donc l'idée, c'était de dire... Si on veut que les gens évoluent, moi je me qualifie comme en transition alimentaire. Si on veut que les gens évoluent dans leur comportement alimentaire, c'est l'enjeu climatique justement, ce qu'il faut c'est que ça soit tellement bon qu'on ne regrette pas son steak frites. Et c'est pour ça qu'on a sollicité des chefs, parce qu'ils sont capables d'inventer des recettes qui font que on a envie, et puis on ressort de là, on dit c'était super, j'ai mangé beaucoup de végétal, très peu de protéines animales, mais je ne regrette pas. Au contraire, c'était excellent. Alors, il y a des recettes dans votre livre et des recettes de grands chefs. Voilà. Alors, de grands chefs et de petits, parce que ça, c'est le principe. Nous, on veut faire bouger tout le monde de la restauration. Dites-nous, donnez-nous un exemple. Alors Jean-Luc... Il y a un exemple qui est très bien de recette. Faites-nous un repas qui soit respectueux de l'environnement. Voilà. Alors, en entrée, je sers quoi ? En entrée, je ne sais plus ce qu'on a mis dedans. C'est gai. Mais c'est des recettes essentiellement à base de légumes. Yves, venez à son secours, là, parce qu'il est en train de patauger lamentablement. Au niveau du plat, je vais vous donner un des plats qui est tout à fait exemplaire. Il y a un des chefs qui a fait un magret de canard avec un risotto, mais pas fait avec du riz, qui est fait avec du céleri.
Alors, en quoi cette Un recette... sel risotto. Voilà, c'est le risotto, voilà. Très bien, En quoi cette- on va garder la marque. En quoi cette recette elle est excellente? C'est parce que, si vous voulez, la volaille, autant le bœuf et les mammifères ont un mauvais bilan carbone, autant la volaille a un bon bilan carbone. Donc la volaille, c'est déjà pas mal, mais le risotto fait avec du céleri, c'est aussi un meilleur bilan carbone qu'un risotto classique. Alors il y a toujours du parmesan, c'est pas très bien le parmesan, mais le riz classique a un mauvais bilan carbone parce que dans les rizières, ça dégage du méthane. Tandis que le céleri, ça ne dégage pas. Et donc vous avez un plat qui est excellent, je vous le recommande, si achetez le livre et puis faites la recette, vous verrez, vous vous régalerez. Voilà. Après, la proportion, c'est 1/3 protéines animales, 2/3 protéines végétales. Alors, en général, dans les restaurants, c'est l'inverse. Alors Yves Lers, Dans le livre, pour vous citer, dans les entrées, il y a un gazpacho tartine aux chèvres frais. C'est bon, c'est bien. ça Vous plaît, démarrez gazpacho, tartine aux chèvres frais. Dites-moi, je reviens un peu sur les questions théoriques. On a parlé de l'impact carbone de l'élevage, on connaît l'impact du méthane dans la catégorie des gaz à effet de serre, mais il n'y a pas que ça dans l'agriculture qui impacte le bilan carbone. Les pesticides. Il y a les pesticides, il y a les engrais. En premier, c'est les engrais chimiques. Hein. D'où l'intérêt d'utiliser moins d'engrais, effectivement, de moins empoisonner nos sols, et d'utiliser moins de pesticides. Et ça existe, ça s'appelle l'agriculture bio. C'est pas un truc très compliqué et ça progresse bien. Les Français sont très demandeurs et ils en demandent de plus en plus. Il y a aussi le fait de consommer des produits sur place. Voilà, parce que si on transporte des haricots verts du Kenya ou des petits pois de je ne sais où, on impacte gravement l'environnement. Oui, en plus, je ne suis pas sûr qu'on arrange forcément parce que si leurs terres sont confisquées par des gros agriculteurs localement et ils n'en bénéficient pas vraiment. Effectivement, la religion, en dehors de la religion, entre guillemets, hein, ce qu'a expliqué Jean-Luc, c'est local et de saison. Local et de saison, et à partir de ce moment-là, c'est sûr que ce n'est pas tout le temps possible. Et le moins transformé possible. Et le moins transformé possible, c'est le deuxième truc, c'est-à-dire ce qu'on appelle les agro-industriels. Des fois, c'est un peu péjoratif, ça ne l'est pas forcément, puisque c'est leur métier, hein, c'est ce qu'ils font. Et les transformations, elles se font avec beaucoup de matières grasses, qui sont des mauvaises matières grasses, ce qu'on appelle des graisses saturées, et avec trop de sel, trop de sucre. Avec de l'huile de palme. Avec de l'huile de palme, trop de sel, trop de sucre. Tout ce qui nourrit et qui va nourrir dans les décennies à venir l'obésité et le diabète et dans des conditions comme ça. Donc c'est-à-dire que si on mange autrement, c'est bon pour le climat, mais l'idée c'est que ça soit bon aussi pour la santé. Alors Valérie Gendreau, pourquoi on choisit d'éditer ce genre de livre ? La question est difficile. Non, parce que c'est pour ça que je la pose avec un certain sadisme. Comment ça, difficile ? Alors, chez Bûcher-Chassel, je dirige une collection d'écologie. Donc, on croit beaucoup au fait qu'il faut diffuser des savoirs. D'ailleurs, vous avez 2 livres sélectionnés. Exactement. Cette année, on a été particulièrement bien lotis. Donc, on y croit beaucoup à l'environnement et à l'écologie chez Bûcher-Chastel. On a une collection totalement dédiée à ces problématiques-là, où on fait aussi bien des livres assez académiques, assez scientifiques, que des livres beaucoup plus grand public. Et là, sur l'alimentation, c'est vrai que le but, comme vous le disiez au départ, c'était vraiment de faire un livre accessible à tous, avec l'expertise de professionnels, mais avec un but qui était vraiment d'expliquer, sans punir, sans donner trop de mauvaise conscience, mais d'expliquer un certain nombre de choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui ne le sont pas, qui ne sont pas si compliquées que ça de changer dans nos comportements, de façon à améliorer le bilan carbone de nos comportements alimentaires. Oui, d'ailleurs, je signale, vraiment, c'est pas par politesse, mais regardez les 3 livres qui ont été sélectionnés, en particulier le livre de Monsieur Le Tourneux qui est édité chez vous, et vraiment sur la notion de transformation des paysages, il y a en particulier des paysages urbains, de regarder à 10, 20 ou 30 ans d'intervalle ce que deviennent nos paysages. C'est un livre qui nous a beaucoup intéressés dans le jury et qui est aussi un livre très accessible, très, très, très grand public. Bon, vous espérez en vendre combien de votre livre là? Parce qu'elle est très... Valérie Gendreau, elle est tout à fait pantelante là. Ma présidente est dans la salle, donc je préfère ne pas répondre. Mais grâce à vous, on sait qu'on va en vendre beaucoup. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai que c'est important pour nous. Hein. L'économie du livre, c'est compliqué. Un livre comme ça qui est illustré, où on a dû faire travailler beaucoup de gens sur le livre, un infographiste, un maquettiste, une styliste culinaire,
C'est des livres qui ne sont pas que des livres de texte, donc c'est des livres qui, pour nous, coûtent cher. Voilà, non mais c'est un beau livre. Si vous cherchez un cadeau pour Noël, c'est vraiment... c'est un livre qui n'est pas banal. Vous pouvez même le faire sans attendre Noël. Bon, vous pouvez l'acheter tout de suite et l'offrir à Noël. Parce que l'intérêt, c'est de faire ses courses quand même un peu en avance. Hein, si on ne veut pas piétiner dans les magasins comme on piétine dans le hall qui nous a mené jusqu'à cette salle. Alors, deuxième prix, enfin pas deuxième prix jeunesse couronné, les merveilles de la nature. Je vous le disais, les auteurs qui sont anglais n'ont pas pu se joindre à nous, mais nous avons l'éditeur de Gallimard Jeunesse, Thomas Dartige. Est-ce que vous pouvez, Thomas, nous présenter ce livre ? Alors c'est un livre qui s'appelle Les merveilles de la nature, qui s'inscrit en fait, qui est le premier titre en fait d'une série qui devrait en compter probablement 3, à raison un titre tous les 2 ans, et qui a comme particularité, donc la série s'appelle le Muséum, et l'idée c'est vraiment en fait d'allier à la fois la richesse et la fiabilité en fait d'une encyclopédie de référence, avec en même temps la séduction en fait d'un beau livre en fait pour toute la famille. Donc on pourrait dire que ça réconcilie vraiment nous 2 grands axes qu'on a dans notre politique éditoriale. Ce dont on ne parle pas, messieurs, dames, c'est que Veolia, c'est quand même une entreprise qui pollue avec des affaires de corruption, qui pollue l'eau tout simplement à Flins, par exemple, l'eau qui est polluée par Veolia. La Roumanie, c'est des affaires de corruption qui ont pour but de faire augmenter le prix de l'eau directement chez les habitants. Donc beaucoup de problèmes de corruption. Florange, ArcelorMittal et l'eau polluée Je ne suis pas venu là pour faire une réunion politique, et d'abord je ne fais plus de politique. Alors on va continuer sur notre... Non, c'est hors de propos, mais bon, c'est pas très grave. Alors, cette interruption. Bien, on va continuer sur la présentation de ce livre. Ne vous laissez pas troubler, Thomas Dartige. Je reprends. Vous reprenez. J'attendais. Voilà, donc le principe du livre, en fait, c'est de présenter en fait 60 vraiment de superbes planches illustrées qui célèbrent vraiment comment dirais-je, l'extraordinaire diversité en fait de la vie sur Terre, et puis vraiment l'ingéniosité des êtres vivants en fait pour se mouvoir, pour se nourrir, pour se reproduire, et donc voilà, finalement pour survivre en fait à toutes les saisons, tous les climats, et comment dirais-je, à tous les environnements en fait qui peuvent exister sur Terre. Alors je dis peut-être le prix. Non pas le prix qui a été remis, le prix des livres, pour qu'on ait un peu une idée. Je ne vois pas, dites-moi, ça vaut combien votre belle affaire? Le prix de vente. 19 €, c'est pas cher. Hein. Et donc 20. Nous sommes un petit combien peu, 20 €. 20 €. Vous voyez que vous avez un très beau cadeau pour la Toussaint, puisqu'ils veulent vendre avant. Hein. Un très beau cadeau pour la Toussaint ou pour la rentrée scolaire, pour féliciter du premier carnet de bonnes notes. Ça existe encore, les carnets, d'ailleurs, en fait? Non, peut-être pas. Pour féliciter des premières bonnes notes ou consoler des premières mauvaises notes. Alors, je signale que le prix, il y a évidemment un chèque pour les auteurs. Et surtout, ce qui est important, c'est que la Fondation Veolia achète 300 livres qui sont envoyés aux mairies de plus de 30 000 habitants, qui les mettent dans les bibliothèques municipales. Donc il y a la volonté de faire partager les connaissances et la beauté de ces livres au maximum de lecteurs. Est-ce que vous avez, messieurs, des choses à ajouter? Moi, je vais passer ensuite la parole à Stéphanie Belin. Oui. Allez-y, Yves. La façon dont on a travaillé. Oui, très bien. On est effectivement... Oui, parce qu'en général, quand on fait des livres à 2, on se bat comme des chiens, c'est ça, oui. Non, c'est pas ce que je voulais dire tout à fait, mais ça fait rien. Ouais, ce que je voulais dire, mais attendez, vous n'allez pas me la faire. Hein. Il y a eu un travail en commun avec 2 éditrices, en particulier avec Valérie, dont je connaissais l'exigence sur le bouquin précédent, mais une exigence très souriante.
Et franchement, c'est bien, parce que chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez dit que c'était un bouquin grand public, et c'est pour que tout le monde comprenne ce qui se passe. C'était un peu plus compliqué pour le vin, mais là, c'est des échanges permanents qu'on a eus entre les éditrices et nous, et moi en particulier, qui ont permis, au bout du compte, de faire quelque chose qui soit accessible à tous. Voilà. Et... Jean-Luc? On s'est effectivement battus tous les deux sur le titre. Il voulait absolument indiquer ça chauffe dans mon assiette, et moi je tenais à ce que ce soit dans nos assiettes. Mais de fait, voilà. Et de fait, Valérie a tranché en ma faveur. Mais je dois dire que je suis d'accord avec lui sur le fait que ce livre se dessine à chacun d'entre nous, et c'est dans nos assiettes que ça va se passer à chacun d'entre nous. Donc vous pouvez dire aussi dans mon assiette. Voilà. Alors, sur le livre Les Merveilles de la Nature, j'aimerais que Stéphanie Belin vienne, qui est par ailleurs membre du jury, parce que vous êtes dans Sciences et Découvertes et vous allez prolonger ce qui va se passer dans ce livre. Merci Rosine. J'ai pas grand-chose à ajouter sur le livre qui a déjà été très bien présenté. Je vous invite tous à le feuilleter, à plonger dedans dans cette encyclopédie moderne, avec des codes modernes. Et je pense que ça fait partie des livres qu'on peut avoir chez soi, de tout petit à plus grand, c'est-à-dire qu'on le garde. On a tous quelque part, j'imagine, des livres comme ça qui nous suivent et qu'on garde. Celui-ci, je pense, pourrait avoir ce parcours-là. Donc moi, je travaille pour Sciences et Vie Découverte, qui est un magazine qui s'adresse aux 7-12 ans, qui est le petit frère de Sciences et Vie et de Sciences et Vie Junior, que vous connaissez sans doute. Et en tant que partenaire de ce prix, on a eu envie de prolonger effectivement le plaisir avec nos lecteurs, et on va les inviter à un concours pendant 1 mois, où on va leur demander, à ceux qui vont vouloir participer, de dessiner à la manière justement des merveilles de la nature, leur planche aussi d'une plante, d'un animal qui leur plaise, et de nous envoyer leur belle production encyclopédique. Et les meilleurs d'entre eux recevront des livres, bien entendu, Les Merveilles de la Nature. Voilà. On lit Sciences et Vie Découverte, forcément. Exactement. À continuer la pédagogie de ce livre, mais de manière active. Oui. Il y a encore toutes mes félicitations aux lauréats. Avez-vous des questions ? Je ne répondrai pas sur les pollutions d'ArcelorMittal, vous le comprendrez, mais toute autre question est bienvenue. Bon, je fais un bide, là. Mais non, faites pas un bide, c'est que tout le monde a tout compris. C'est ça. Hein, c'est ça, en général. On va déborder un petit peu parce que on est quand même dans une situation d'actualité tout à fait particulière. J'ai envie de demander à Jean-Luc Fessard, Yves Lers, de nous dire leurs sentiments sur ce qui est en train de se passer avec les ouragans dans l'arc Caraïbe. Vous qui suivez ces questions écologiques, il y a derrière tout ce qui est en train de se passer des remises en cause, pas seulement au niveau du climat, mais au niveau des habitudes de construction, des habitudes culturelles. Quel jugement, vous, les journalistes scientifiques, vous portez sur ce qui est en train de se passer? Jean-Yves Lers. Alors là, il y a deux casquettes différentes. Il y a les journalistes et les scientifiques. Moi, je ne suis pas scientifique, je suis journaliste et je peux vous dire, j'ai une certitude absolue que ce qui se passe dans les Antilles actuellement, c'est la conséquence, effectivement, du changement climatique. Les scientifiques sont beaucoup plus prudents, ils vous diront on n'est pas si sûr, c'est pas certain, mais je trouve que c'est, à la fois ils ont raison, c'est leur rôle de mettre du doute un peu partout, à la fois c'est flagrant. Et c'est une très belle illustration de ce à quoi on doit s'attendre dans les années qui viennent. Alors ce sera soit des ouragans avec des inondations, soit des sécheresses, etc. C'est pour ça qu'on dit, nous, et le livre sert à ça, chacun d'entre nous peut, à son niveau, agir. Alors, agir sur les transports compliqués, parce que quand on est à Paris comme moi j'ai une voiture, j'ai fait 4000 km en 4 ans, parce que j'ai un réseau de transport tellement dense que je ne prends pas ma voiture. Je suppose que quand on est à Nancy, c'est un peu plus compliqué. Donc on est obligé d'avoir une voiture. Alors voiture un peu bien, c'est électrique ou hybride, ça coûte très cher, donc on ne peut pas forcément le faire. Ensuite, au niveau habitat, c'est de faire de l'isolation, c'est changer ses équipements, ça coûte très cher, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Changer son alimentation, c'est à la portée de tout le monde. C'est pour ça qu'on a insisté avec les chefs pour que ce soit bon, parce qu'il faut que ça donne envie, etc. Et donc on peut agir, chacun d'entre nous, sans que ce soit punitif, et au contraire, en y trouvant beaucoup de plaisir. Un des chefs qui est dans le livre nous a fait un dessert. On est intervenu pour le programme alimentaire mondial. Un des chefs, il nous a fait un dessert. Moi, j'en suis toujours pas revenu. C'était des lentilles corail confites, de la crème de panais et dessus des copeaux de pommes.
mais c'est un des desserts les plus délicieux que j'ai jamais mangé. 2 légumes, un fruit et basta. Yves Lers, on prend un peu de hauteur scientifique avec vous. Votre opinion de scientifique sur ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe, ce n'est pas uniquement le changement climatique. Le changement climatique, il y a toujours eu des ouragans, il y en aura encore. Et tout. Là, le rôle du changement climatique, c'est un facteur aggravant. Quand un cyclone se forme, il se forme dans la mer. Ce qui s'est formé aux États-Unis, il se forme dans la mer. La mer est à 1 ou 2 degrés de plus. Plus la mer est chaude, plus le cyclone se forme rapidement et plus il est fort. Et là, le problème qu'on a en plus, c'est que ces cyclones-là, on ne sait pas où ils vont aller. Ce qui se passe en ce moment où ils se promènent dans les Caraïbes, où est-ce qu'il va atterrir à un moment donné? Est-ce qu'il va retourner en Haïti, faire les dégâts qu'on connaît et qu'on a connus à un moment donné? La Floride est mieux armée. Vous avez vu que la Floride, maintenant, il y a une espèce d'émigration vers le nord où les gens s'en vont comme ça. Mais on ne pourra pas faire ça tout le temps. On ne pourra pas faire ça tout le temps, c'est pas possible. Donc, est-ce qu'il faut la pédagogie de la catastrophe, comme on le dit parfois? Ce qu'on appelle la culture du risque. La culture du risque, c'est plus joli, mais c'est quand même un peu ça. Est-ce que parce que dans toutes ces îles, à La Réunion, toutes ces îles françaises par exemple, ils l'ont, cette culture du risque. Ils savent qu'à un moment donné, même s'ils ont de l'habitat qui est avec des cabanes en tôle, des choses comme ça, il n'y a pas que des cabanes en tôle naturellement, non. Et heureusement, mais ils l'ont, cette culture du risque. Donc ils prennent et ils anticipent dès les premières alertes. Nous, en France, quand il y a des inondations, la Faute-sur-Mer par exemple, la culture du risque, zéro. Que font les maires qui accordent les permis de construire? Que fait l'État aussi? Tout ça, c'est un ensemble. Un ensemble. Et la prise de conscience, elle démarre comme ça. Elle démarre par nous, parce qu'on est aussi des consommateurs. De rappeler les principes de l'environnement, prévention, précaution, réparation, éducation, information. Ils sont d'ailleurs maintenant portés dans la Constitution avec la Charte de l'environnement. Et ce n'est pas seulement un appel au principe, c'est un appel à l'action. Et on l'a bien compris à travers les livres que nous avons primés. Mesdames, Messieurs, s'il n'y a pas de questions à nos auteurs ou à nos éditeurs, je considère que... Ah, ben voilà! Très bonne question, madame. Il n'y a pas que ces chefs-là, mais excellente question. Les chefs ou les hôtels, parce que le bilan carbone d'un petit déjeuner, ça pèse très lourd aussi, sont référencés. On a un site qui s'appelle, c'est www.bonpourleclimat.org. Et à l'intérieur de ce site, il y a géolocalisés les établissements qui sont engagés dans la démarche. Non, malheureusement. Mais il y en a un excellent qui est à... Bon, c'est un peu loin quand même, mais qui est à Dole. C'est Joël Césari à Dole, la Chaumière. Oui, mais si on pense à Bagnoles pour faire plusieurs kilomètres pour y aller, excusez-moi, le bilan carbone, c'est quand même pas terrible. Hein. Joël Césari, ça vaut le coup quand même. Il y a sur le site Bon pour le climat un éco-calculateur et qui est très bien fait par un spécialiste qui travaille avec Jean-Luc. Et sur ce site, vous pouvez vous faire votre menu et calculer le poids carbone. Mais en même temps, c'est comme la technique Weight Watchers avec les points là. Mais en même temps, ça vous donne les calories parce que c'est quand même aussi utile et ça vous dit ce qui est bon aussi. Vous avez un ensemble. Ça a beaucoup évolué. Maintenant, c'est un des meilleurs éco-calculateurs qui existent. C'est pas parce que c'est pas moi qui l'ai conçu, mais ça c'est très précieux. Et au bout d'un moment, quand vous faites ça, vous prenez l'habitude. Vous prenez l'habitude et vous dites, ben voilà, ça j'ai ceci dans ma recette, ça fait 150, 300 grammes, 400 grammes et tout. L'idée, elle est aussi d'arriver à un équilibre. Dans le livre, j'explique qu'une dame qui est nutritionniste à Marseille et qui travaille à l'INRA, elle a fait pendant 4 ans une étude avec des post-doctorants, avec des doctorants, sur la façon dont on pouvait réduire notre poids carbone tout en mangeant comme il faut et à un prix raisonnable. Elle travaille sur les quartiers nord de Marseille. Et donc, il faut arriver, et donc elle est en train de convaincre les habitants, et particulièrement les habitantes, d'arriver à faire des potagers. Si les gens arrivent à cultiver eux-mêmes, d'abord ils comprennent ce que c'est que les premières fois où ils ont fait leur potager, ils n'osaient pas cultiver, ils n'osaient pas prendre les carottes, ils n'osaient pas prendre les courgettes, ils continuaient à les acheter au supermarché. Et on dit, mais pourquoi vous ne mangez pas? Ben non, c'est trop beau, on ne va pas y toucher. Et c'est cette évolution-là qu'il faut qu'on arrive à comprendre.
sachant qu'il faut que les gens qui n'ont pas de moyens puissent continuer à manger et manger correctement. Alors, voilà. Respecter ces règles, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la ligne et c'est bon pour le portefeuille. C'est vraiment une stratégie gagnant-gagnant. Je rappelle les noms de et les titres de nos lauréats. Ça chauffe dans nos assiettes. Jean-Luc Fessard l'a emporté par 1.0 contre Yves Lers. Et les merveilles de la nature, d'un côté chez Buchet-Chastel et de l'autre chez Gallimard Jeunesse. Merci à vous. Bonne lecture du prix Veolia Environnement. Merci.